Je vais maintenant introduire Valeria Lucarini, qui est psychiatre et exerce au CEJAD, dans le service qu'a développé le professeur Krebs, et qui travaille sur les frontières entre troubles psychotiques, troubles du neurodéveloppement, dans le continuum autisme-psychose, et qui s'est intéressé à des marqueurs, des marqueurs phénotypiques au sein de ce continuum, notamment des marqueurs linguistiques. Donc voilà, je suis tout à fait hâte d'écouter ton travail. Merci beaucoup. Alors là, pour avancer, attends. Ok, et j'avance comme ça. Ok. Bon après-midi. Merci beaucoup pour cette invitation, professeur Krebs, Lydie. Et merci à tous et à toutes pour votre présence. Du coup, je vais parler aujourd'hui un petit peu du lien entre troubles du neurodéveloppement, transition dans des contextes d'intervention précoce. Et en particulier, est-ce que ça avance? Ok. Ça, c'est le sommaire de ma présentation. Je vais tout d'abord parler du trouble du neurodéveloppement et de l'intérêt d'explorer les troubles du neurodéveloppement dans des contextes d'intervention précoce, en faisant l'exemple du CEJA, de notre activité. Et je vais parler de l'intérêt d'utiliser une approche transdiagnostique dans un contexte d'intervention précoce. Et puis, je vais un peu mentionner en particulier les liens entre troubles du neurodéveloppement et psychose pour ce qui concerne les liens entre troubles du spectre de l'autisme et troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, risque de psychose, avant de parler un peu des implications cliniques et de terminer brièvement avec les projets de recherche en cours dans notre équipe. Ça c'est OK. Les CEJAD, c'est les centres d'évaluation pour les jeunes adultes et adolescents de Paris. Et nous accueillons des jeunes entre 15 et 30 ans qui habitent dans toute l'île de France. Et ici, nous avons fait une petite étude préliminaire d'activité, de notre activité entre 2020 et 2023, en analysant en particulier les données à partir des codes de SIM10. Et nous avons vu que parmi tous les sujets que nous avons accueillis, 40% recevaient un diagnostic de premier épisode psychotique, mais il y avait 31% de ces sujets qui recevaient un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme et ou TDAH. Parmi tous les sujets avec un premier épisode psychotique, nous avons vu qu'effectivement, les comorbidités étaient importantes. Nous avions des comorbidités par rapport à troubles de l'humeur, à l'addiction, mais nous avons trouvé 23% de ces sujets qui recevaient aussi un diagnostic de trouble du neurodéveloppement, sachant que ce sont des analyses faites à partir des codes SIM10, du coup, très probablement sous-estimés. Et nous avons vu en particulier TSA, TDAH, mais aussi d'autres troubles du neurodéveloppement, comme les troubles de l'apprentissage, comme des troubles de la communication. Et nous nous rendons compte comment cette population, avec ces types de comorbidités, présente des spécificités particulières pour ce qui est les diagnostics, mais aussi la prise en charge et les traitements. C'est pour ça que nous avons pensé effectivement que l'application d'une approche transdiagnostique en psychiatrie, du coup dans l'intervention précoce, pouvait avoir un intérêt, parce qu'on sait que les différentes catégories cliniques, en réalité, ont des frontières diagnostiques qui sont parfois très floues, et que différentes conditions cliniques partagent pas mal des symptômes et d'impact d'un point de vue de la cognition, mais aussi des bases biologiques et génétiques qui très souvent sont partagées entre différentes conditions cliniques. Du coup, l'idée est vraiment de passer d'un modèle catégoriel à un modèle dimensionnel, ou au moins d'intégrer ces deux modèles. Et pour ce qui concerne les liens entre troubles du neurodéveloppement et psychose, ça a déjà été dit par les intervenants d'avant et en particulier par Julie, on sait que l'âge d'apparition, le diagnostic des différents troubles peut changer, en particulier pour ce qui est le TSA. Nous avons un âge de diagnostic dans la petite enfance, alors que pour la schizophrénie et les troubles bipolaires, normalement, le diagnostic se passe à l'adolescence, aux jeunes âge adulte. Mais en réalité, différentes conditions cliniques psychiatriques peuvent être liées à des déviations de différentes étapes, différentes trajectoires neurodéveloppementales.
Et il est important vraiment de noter du coup que le neurodéveloppement, c'est quelque chose qui se passe à partir de la grossesse in utero, mais qui ne se termine pas pendant les premiers âges. Les premières années de la vie, mais qui en réalité est quelque chose de dynamique et qui continue à l'adolescence et au jeune âge adulte. Et vraiment, pour lier neurodéveloppement et psychose, on sait très bien depuis un moment que, aussi pour la schizophrénie, une base neurodéveloppementale a été décrite et qu'en lien avec différentes déviations de ces trajectoires neurodéveloppementales, on peut aussi identifier différents stages d'évolution du trouble, et en particulier, nous nous concentrons sur les stages d'apparition de prodromes. Bon, tout ça pour dire effectivement que troubles du neurodéveloppement et psychose sont étroitement liés. En particulier, si on veut faire l'exemple de la schizophrénie, ce sont vraiment le TSA, l'autisme et la schizophrénie, deux concepts qui sont étroitement liés, vraiment historiquement, parce que l'autisme était né vraiment comme symptôme fondamental de la schizophrénie, comme défini par Eugen Bleuler en 1911. Et c'est seulement après, avec Leo Kanner, que l'autisme est vraiment devenu une entité clinique en soi. Mais en réalité, j'ai trouvé cette belle image dans un papier qui montre comme l'histoire vraiment de ces deux troubles a été étroitement liée jusqu'au moment où le DSM-3, en 1980, a vraiment séparé ces conditions cliniques. Mais là, on voit que cette séparation, en réalité, n'est pas si nette. Parce qu'on sait que, autisme et schizophrénie, on a des éléments qui différencient ces conditions cliniques. Par exemple, l'âge d'apparition, l'âge de diagnostic, qui est la petite enfance normalement pour l'autisme et adolescence et jeune âge adulte pour la schizophrénie. On a dans l'autisme intérêt restreint répétitif. On a plus de symptômes positifs dans la schizophrénie, mais il y a aussi tout un tas d'éléments qui, effectivement, constituent des éléments de chevauchement entre ces conditions cliniques. Par exemple, nous avons des difficultés de la communication, nous pouvons avoir les symptômes négatifs qui parfois sont difficiles effectivement à différencier et un impact sur la neurocognition, sur la cognition sociale et sur les capacités langagières et aussi des bases génétiques. Et dans notre équipe, d'un point de vue de la clinique et de la recherche, on s'est en particulier concentré sur l'analyse détaillée de certains de ces éléments de chevauchement que j'ai notés ici, en particulier la cognition sociale, le langage et aussi la motricité. En particulier, ça c'est un exemple, c'est l'étude OSE From Autism to Schizophrenia. Ça c'est un papier qui est récemment sorti, écrit par Anthony Vtimovic et Gilles Martinez et collègues. Et dans ce cas-là, les focus étaient explorer trois éléments qui étaient l'âge d'apparition des symptômes, les signes neurologiques mineurs, et je vais dire 2 mots sur ça après, et la cognition sociale. C'est quoi les signes neurologiques mineurs? Ce sont des peculiarités au niveau de la marche, de la coordination, de l'intégration multisensorielle, qui seraient des marqueurs de maturation cérébrale. Et si ces marqueurs sont présents à l'âge adulte, seraient des marqueurs de charge neurodéveloppementale. Pour ce qui est de la cognition sociale, dans cette étude, ça a été exploré avec une tâche qui s'appelle masque. En gros, les participants doivent regarder une vidéo, il y a des personnes qui ont des interactions et après, il y a une tâche d'attribution d'états mentaux. Et ça parce qu'il y a quand même une hypothèse d'un continuum de perturbation de la cognition sociale entre autisme et schizophrénie. Donc, ça, c'était un peu l'hypothèse à la base de cette étude. Ce qu'on a fait, c'était que de façon transdiagnostique, on a exploré dans cette étude OSE tous ces différents éléments que j'ai mentionnés. Et du coup, chez des sujets avec autisme, avec schizophrénie, mais une apparition des prodromes avant l'âge de 15 ans ou une apparition des prodromes après l'âge de 15 ans et des témoins sains, on a vraiment exploré tous ces éléments-là. Et on a vu qu'on a pu effectivement définir un gradient du neurodéveloppement avec une sévérité des signes neurologiques mineurs et de l'impact sur la cognition sociale qui était croissante en passant de témoins sains aux patients avec schizophrénie, mais en début de prodrome plus tardif, du coup après 15 ans,
jusqu'aux patients avec schizophrénie et en début de prodrome avant l'âge des 15 ans, jusqu'aux patients avec autisme. Du coup, en gros, les patients avec schizophrénie et en début de prodrome avant l'âge des 15 ans ressemblaient plus aux sujets avec un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme pour ce qui était de la sévérité de ces marqueurs neurodéveloppementaux. Ça, c'est un peu le take-home message de cette étude. Alors là, on parlait du coup de schizophrénie. Mais si on veut retourner un peu à un autre sujet qui est la psychose, de manière générale, j'ai un peu regardé dans la littérature quel est le lien entre TSA et premier épisode psychotique. Et ce lien est vraiment bidirectionnel, c'est-à-dire que les sujets avec autisme sont plus à risque de développer une psychose par rapport à la population générale. Les sujets avec psychose sont plus à risque d'être diagnostiqués avec un TSA, avec des données qui peuvent changer, qui peuvent être plus hétérogènes dans la littérature, mais c'est quelque chose quand même qui a été décrit. Et surtout, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'une récente méta-analyse a identifié un sous-groupe des sujets à risque des psychoses avec aussi des caractéristiques autistiques et vraiment des différences par rapport aux sujets qui n'avaient pas cette caractéristique autistique, avec plus de difficultés langagères, des difficultés dans la cognition sociale, de l'interaction, un âge d'apparition des symptômes plus précoces, une sévérité de la symptomatologie majeure, plus de déficits cognitifs, des risques suicidaires et retentissement fonctionnel. Du coup, des éléments vraiment importants aussi pour nos prises en charge. Moins clair, c'est le lien entre TSA et risque des psychoses. Il y a eu une méta-analyse en 2022 qui après a été un peu contestée parce que il disait qu'il n'y avait pas encore assez de données, mais de manière générale, on a vu que chez les sujets à risque des psychoses, 11,6% avaient aussi un diagnostic des TSA. Et là aussi, cette population constituait un sous-type des patients à risque des psychoses, avec une apparition plus précoce des prodromes, plus de difficultés d'un point de vue langagé, ça c'est très important et très intéressant pour nous, plus des déficits de la cognition sociale, des troubles formels de la pensée, plus des comorbidités avec d'autres troubles, et surtout le TDAH et l'anxiété, mais pas de différence dans le risque de conversion. Une dernière chose par rapport à ces liens entre TSA et psychose, c'est que c'est complexe d'un point de vue clinique, vraiment de différencier entre traits autistiques et symptômes psychotiques qui parfois peuvent être vraiment difficiles à différencier. Surtout, on a un manque d'outils appropriés pour explorer ces caractéristiques dans cette population vraiment qui présente une comorbidité. Du coup, ça, c'est une demande qui a été aussi soulignée par cette revue de la littérature récente. Juste un petit mot, je parle aussi du TDAH et du lien avec la psychose, parce que alors c'est moins clair, mais on a vu quand même qu'il y a des facteurs de risque en commun génétiques et environnementaux. Surtout, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une comorbidité importante avec les troubles bipolaires. Et là aussi, les patients avec troubles bipolaires et TDAH ont des caractéristiques cliniques différentes par rapport aux patients avec troubles bipolaires sans ce diagnostic de TDAH, avec une sévérité majeure, plus d'épisodes mixtes, plus d'impulsivité ETS. Encore une fois, un âge d'apparition des symptômes plus précoce, ou quelque chose qui retourne et qui a été aussi par ailleurs mentionné aussi par Julie avant. Les patients avec TDAH ont aussi un risque augmenté des psychoses par rapport à la population générale, qui pourrait être aussi lié au trouble d'usage des substances qui a augmenté chez ces patients. Et il y a moins de données par rapport au lien entre risque de psychose et TDAH, mais apparemment, ces patients auraient plus de symptômes positifs et moins de symptômes négatifs par rapport aux sujets sans le TDAH. Je l'ai montré ici dans un papier récent. Quelles sont les implications cliniques? Pourquoi il est intéressant effectivement d'explorer la partie neurodéveloppementale dans un contexte d'intervention précoce? Alors, on sait que ces marqueurs neurodéveloppementaux pourraient être des indicateurs de réponse au traitement. Dans cet autre papier de l'équipe qui a été publié l'année dernière, on a vu que dans une cohorte de 194 sujets avec schizophrénie et troubles bipolaires, si on allait regarder, on allait vraiment diviser les patients avec schizophrénie et troubles bipolaires en répondeurs et pas répondeurs au traitement, on voyait que la sévérité des signes neurologiques mineurs était majeure chez les patients qui avaient des formes résistantes de ces deux types de troubles et que l'âge d'apparition des symptômes était plus précoce chez les sujets qui avaient une forme résistante au traitement. Et je vais terminer à retenir. Du coup, la composante développementale, quelque chose de transversal, transdiagnostique, qu'on peut retrouver dans différents troubles, la schizophrénie, le PEP, le risque des psychoses, le trouble bipolaire.
Et il est intéressant parce que dans des tableaux qui sont hétérogènes, comme le PEP, l'ultra-risque, c'est là, effectivement, le fait de décrire une composante neurodéveloppementale pourrait aider à identifier des groupes plus homogènes. Aussi parce que, comme on vient de dire avant, les symptômes psychotiques, qu'ils soient francs ou atténués, en réalité sont des éléments d'état qui représentent souvent vraiment une partie émergée d'un iceberg. Et du coup, explorer des symptômes neurodéveloppementaux pourrait effectivement aider à mieux caractériser tous ces sujets-là, aussi pour prédire l'évolution, la réponse au traitement, et aussi identifier des spécificités cliniques propres à certains groupes de patients pour définir des parcours de soins toujours plus adaptés et personnalisés pour nos jeunes. D'un point de vue des projets de recherche qu'on a en cours, là, on cherche à mieux identifier du coup cette composante de façon transdiagnostique, transversale. On a plusieurs projets de recherche en cours, comme le projet Psycare, où on analyse en particulier la cognition chez les PEP et les ultra-risques, en stratifiant selon un score neurodéveloppemental. Et puis on explore des éléments langagés, la lexithymie, le trouble formel de la pensée et de façon computationnelle, la prosodie et la communication, aussi de façon transnosographique. On espère avoir des résultats très tôt. Et du coup, je vous remercie pour votre attention. Je remercie le professeur Krebs pour l'invitation et toute l'équipe du CEJAD qui est en partie présente ici et en partie connectée. Bon. Merci beaucoup. J'ai fait au plus vite. Merci beaucoup, Valéria. Alors, en attendant, je vais peut-être faire la même chose que mon collègue Vincent Laprévotte. Je vais profiter d'avoir le micro pour poser une question, et puis je prendrai peut-être encore une autre question. On est souvent pris dans la, je dirais un peu une tradition psychiatrique en silo, avec l'idée d'aller chercher finalement des marqueurs diagnostiques, mais peut-être plus pour dire c'est tel diagnostic plutôt que celui-là. Alors ce que tu montres, c'est pas ça, c'est que finalement il y a une complexité phénotypique et puis certains patients qui ont peut-être plus de traits avec des marqueurs neurodéveloppementaux. Et c'est peut-être plus l'enjeu, c'est peut-être plus de capturer cette complexité phénotypique, j'imagine, pour aller vers l'individualisation thérapeutique. Et c'est là où je voulais en venir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que dans les soins courants, c'est des choses que vous commencez à faire? C'est-à-dire, est-ce que chez les patients qui ont peut-être plus cette composante-là, le package de traitement, on va dire, sera peut-être un petit peu différent? Okay. Oui, merci beaucoup pour la question. Déjà, je dois remercier vraiment l'équipe du CEJAD, l'équipe multiprofessionnelle, parce que on a la possibilité de faire des évaluations qui sont très approfondies pour tout ce qui est la neurocognition, la cognition sociale. On cherche à explorer de façon détaillée et rétrospective tout l'historique développemental. Et je fais un exemple. Par exemple, si on a un patient qui a plus de difficultés d'un point de vue de la cognition sociale, ça c'est quelque chose qu'on peut chercher à traiter. Par exemple, on peut proposer des groupes d'entraînement aux habilités sociales. Je fais un exemple de quelque chose qui pourrait être effectivement plus précis et plus personnalisé pour ce groupe de patients. Donc on peut faire des parcours un peu sur mesure. C'est ça pourrait être une idée. Ou par exemple, pour ce qui est la thérapie, on a vu qu'il y a un risque majeur d'avoir une résistance au traitement. Et du coup, là aussi, ça nous pousse à faire des réflexions, par exemple, sur les traitements à proposer. Merci. Je ne sais pas s'il y a une question dans la salle éventuellement. Ah oui, ici, il y a une question. Alors, merci d'abord pour votre présentation. Ma question est liée à est-ce qu'il y a eu une différence en termes de symptômes de base dans un premier épisode psychotique avec ou sans TDAH? Ok. Merci beaucoup pour la question. Alors, vous parlez des symptômes de base, du coup, mesurés avec la SPIA, la SPICY, ou si on parle des symptômes des troubles de soi avec la IS, c'est ça. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'études qui ont effectivement fait cette comparaison entre sujets avec premier épisode psychotique ou risque de psychose, avec ou sans TDAH par rapport aux symptômes de base. Mais je pense que ça pourrait être très intéressant parce qu'il y a pas mal d'items dans ces échelles qui effectivement décrivent par exemple l'interférence de la pensée, la pression de la pensée, toutes des péculiarités au niveau vraiment de la pensée qui pourraient être intéressantes à explorer dans ces populations. Mais à ma connaissance, il n'y a pas encore d'études. Après, peut-être que je me trompe.